Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Masolo Yakati. Au micro, Trésor Kibangula. Après quelques numéros hors série consacrés au coronavirus en RDC, votre podcast Masolo Yakati revient dans sa version plus classique. Mais nous continuons à l'enregistrer à distance en attendant la reprise des vols internationaux. Aujourd'hui, nous allons échanger avec le professeur Florentin Mokunda Bonza. Bonjour professeur. Bonjour Trésor. Président de la Convention des démocrates chrétiens, vous êtes un fin connaisseur des arcanes du pouvoir en RDC, fraîchement ancien sénateur. Vous avez été entre autres directeur de cabinet de Mobutu Sese Seko, alors président du Zaïre. Vous vous êtes déclaré candidat à la présidentielle de 2018 avant finalement de vous retirer de la course, dénonçant la connivence de la Commission électorale nationale indépendante avec les camps du président sortant Joseph Kabila. Près d'une année et demie après l'installation d'un nouveau président, le pays demeure embourbé dans des polémiques politiciennes, mais surtout dans des affaires de corruption et de détournement des fonds publics, repoussant ainsi jour après jour les réformes des fonds promises. Entre-temps, la scène politique congolaise, elle, est en train de muter. Les adversaires d'hier sont devenus des coalisés d'aujourd'hui et gèrent ensemble l'État, mais non sans de nombreux couacs. Avec vous, professeur Florentin Mokunda Bonza, nous allons donc essayer d'aborder la question du fonctionnement de l'État aujourd'hui et celle des réformes prioritaires à mettre en place. Mais avant toute chose, professeur, où vous situez-vous aujourd'hui sur cet échiquier politique congolais en pleine mutation? Moi, j'appartiens à un groupe qui s'est créé en 2018 à mon initiative, un groupe de partis et regroupements qui ont refusé de prendre part au processus électoral. Comme vous l'aviez dit, après avoir constaté que la CENI était véritablement au service du pouvoir, et particulièrement de l'ancien président Joseph Kabila, et après avoir entendu quelques commentaires auprès de certains amis du FCC qui disaient que lors des prochaines élections, le FCC allait rafler pratiquement la quasi-totalité de sièges au niveau des assemblées nationales et provinciales, au niveau du Sénat, et que les partis d'opposition qui auront de sièges, ce seront des partis qui ont quelques accointances avec le pouvoir de Joseph Kabila. À partir de ce moment-là, moi et certains amis qui n'avons jamais voulu collaborer avec Joseph Kabila, nous avons donc boycotté le processus électoral. Nous avons appelé d'autres compatriotes à faire comme nous, parce que nous savions qu'après les élections, ce serait comme avant les élections, mais malheureusement, nous n'avons pas été suivis et nous sommes donc à l'écart et nous observons. Et vous avez lancé avec des amis il y a quelques années, en 2005, la plateforme politique Convention des démocrates chrétiens qui s'est finalement transformée en parti politique. Vos alliés d'hier aussi sont partis, de Venant Chipassa, de Gilbert Kiakwama. Est-ce que finalement, la formation ou les regroupements politiques en RDC finissent toujours par exploser? C'est un exemple une illustration de ces phénomènes de transhumance politique au Congo? Oui, je crois qu'il faut dire que le Congo, comme écrivait René Dumont, l'Afrique noire est mal partie, le Congo lui-même était déjà mal parti à partir de 1960. Quand on essaie de lire dans l'histoire politique de notre pays, on se rend compte que rares sont les hommes politiques qui font la politique par idéal, qui veulent vraiment changer quelque chose, qui veulent effectivement se mettre au service de leur peuple. La plupart d'hommes politiques congolais font la politique juste pour... C'est un travail. C'est un travail qui permet de gagner un salaire et aussi qui permet de s'enrichir. Et voilà qui explique la transhumance des uns et des autres. Mais également, parfois, on se sépare, non seulement parce qu'il y a eu transhumance, parce qu'à partir d'un certain moment, on n'a plus le même idéal, on n'a plus les mêmes convictions. Et à partir de ce moment-là, bon, c'est normal, c'est comme un couple. Quand on n'a plus
on ne voit plus les choses de la même manière. Finalement, le couple finit par divorcer. Et voilà qui explique un peu le fait que certains regroupements se créent et puis finalement se disloquent et ainsi de suite. Et une question d'actualité, professeur. Vous avez été directeur de cabinet sous le président Mobutu, je le disais à l'introduction. Quel regard aujourd'hui vous portez sur ces procès qui concernent un autre directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe, directeur de cabinet justement du président actuel Félix Tshisekedi? Quel est votre regard sur ces procès? En fait, ce qui se passe aujourd'hui, si j'essaie d'interpréter sans vouloir juger qui que ce soit, mais je crois que tout commence à partir de Joseph Kabila. À un certain moment, quand Muzito était Premier ministre, Muzito a reçu une correspondance je crois, Feu Katumba, lui, en tout cas, déchargeant pratiquement de toutes ses fonctions de gestionnaire des finances comme Premier ministre. Premier ministre et chef du gouvernement. À partir de ces moments-là, si mes souvenirs sont bons, ça doit être les années 2009-2010, c'est le directeur de cabinet, c'est un petit groupe qui se trouve autour du président, qui se trouvait autour du président Kabila, qui devenait en fait le vrai ordonnateur des dépenses au niveau du gouvernement. Le Premier ministre n'était plus que, comment dirais-je, un paravent. Alors, à partir de ce moment-là, en matière de gestion des finances, je ne suis pas là pour citer leur nom, on sait tous ceux qui se sont succédés. Et alors, je crois que quand Vital Kamerhe est arrivé, et comme ils ont trouvé un gouvernement de l'ancien Premier ministre Tshibala qui était encore en fonction, qui expédiait les affaires courantes, et le cabinet du président a commencé à actionner, à écrire au ministère du Budget, au ministère des Finances pour donner des instructions et ainsi de suite. Or, ce n'est pas le rôle du directeur de cabinet. Le rôle du directeur de cabinet, c'est d'aider le président dans l'exercice de ses fonctions. Le président de la République a un mandat qu'il a reçu du souverain primaire et les directeurs de cabinet qui n'exercent aucune fonction constitutionnelle, il n'apparaît nulle part dans l'organigramme de la République. Quand vous regardez la Constitution, c'est juste un proche collaborateur du président de la République, une éminence grise, et dont le rôle est vraiment d'œuvrer dans l'ombre et non en public en donnant des ordres au Premier ministre ou je ne sais pas moi au ministre. À partir de ces moments-là, donc on peut arriver à la situation que nous déplorons aujourd'hui. Dans le temps, on a connu des directeurs du cabinet. Le premier grand directeur de cabinet de Mobutu, c'était Bisengimana. Bisengimana a joué un peu un rôle de Premier ministre parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de Premier ministre. Mais dès qu'à partir de 1977, le professeur Mpinga Kasenda a été nommé Premier ministre et que Maître Nime était nommé à la présidence comme directeur pour remplacer Bisengimana, jusqu'après Nimi, c'était Kalongo, après Kalongo, c'était moi, après moi, c'était le professeur Vundwawe. Et nous, on n'a jamais donné des ordres au gouvernement, au ministre des Finances. On ne s'est jamais occupé de la gestion des affaires de l'État. On s'occupait des dossiers à la présidence de la République. Du coup, lorsque vous regardez comment est-ce que les affaires de l'État, les affaires publiques sont gérées aujourd'hui en faisant peut-être un parallélisme à ce qui s'est passé avant, est-ce qu'il y a des éléments, des choses positives qu'on peut tirer de la gestion de l'époque de Mobutu qui pourraient peut-être aider les dirigeants actuels à améliorer la façon de gérer les pays? Bon, moi, je pense que sans pouvoir donner des leçons à qui que ce soit, mais puisque vous dites que s'il y a des leçons que l'on peut tirer du passé, la première chose, c'est qu'il faut d'abord que nous ayons un État. Ceux qui gouvernent doivent tout faire pour que le pays sorte de la situation du non-État dans lequel nous nous trouvons pour aller réellement vers un État et en deuxième lieu vers un État de droit. Parce que d'abord, il faut un État. Un État, ça signifie que vous avez un territoire. Un État signifie que vous avez une population.
Et un État signifie que vous avez toute une organisation où l'autorité de l'État se fait sentir dans tout le coin et recoin du pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a bien de pans entiers de notre territoire que le soi-disant État qui fonctionne à Kinshasa ne contrôle pas. Quand des armées étrangères entrent dans le pays quand bon leur semble et ressortent quand bon leur semble, il n'y a pas d'État. Quand il y a des immigrés qui arrivent dans le pays, dans le Kivu, dans l'Ituri et ainsi de suite, et personne ne sait les contrôler parce qu'il n'existe pas un service efficace de migration. Il n'y a pas d'État. Quand, par exemple, n'importe qui donne des ordres pour sortir, débloquer de l'argent, il n'y a pas d'État. Quand on ne contrôle pas les frontières, vous allez à Kasumbalesa, le ministre des Finances devait aller à Kasumbalesa pour un contrôle, on l'en a empêché. Il n'y a pas d'État. Quand le ministre de l'Intérieur va à Lubumbashi et il y a pas, on empêche son avion d'atterrir. Et même quand finalement il atterrit, il n'y a personne à l'aéroport pour aller l'accueillir. Il n'y a pas d'État. Donc, Trésor, je crois que la première des choses, c'est d'abord qu'il y ait un État. Aujourd'hui, qui est le chef de l'État au Congo? Qui? Est-ce que c'est mon jeune frère Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est l'ancien président? On ne sait pas. Après ces constats, professeur, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour essayer d'établir ou de reconstruire cet État? Moi, je pense que pour le moment, la tâche incombe prioritairement à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République. Celui, quels que soient les désordres qu'on a connus au moment des élections, quelle que soit la fraude qui a été, en tout cas, condamnée par tout le monde. Mais aujourd'hui, nous avons Félix qui est président. C'est à lui de prendre le taureau par les cornes. Il doit prendre le taureau par les cornes et il doit faire ce que je venais de décrire. Faire en sorte que l'État existe et qu'il en soit réellement le chef de cet État et que le programme qu'il va mettre en place, que ce soit au bénéfice du peuple congolais. On peut faire des réformes, des lois et ainsi de suite. Au Congo, il y a des lois, mais le problème du Congo, c'est qu'on n'applique pas les lois. Déjà, on viole à longueur de journée la Constitution. On viole les lois de la République. Comment peut-on donner un marché de plus d'1 million de dollars de gré à gré? C'est une violation de la loi. On a fait la même chose pendant les élections. Tous les marchés de la CENI, c'était de gré à gré. Il faut qu'il y ait un chef. Et moi, je demande au président Tshisekedi de devenir ce chef-là dont le peuple congolais a besoin pour redonner au peuple sa vraie identité, sa dignité, mettre ce peuple au travail pour que le peuple se dise c'est notre travail qui fera la prospérité de notre pays. Et pour ça, on a besoin d'un leader. Et ce leader-là, aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi. C'est ce que je lui demande de faire. Et ces leaders a présenté un programme ambitieux devant l'Assemblée nationale, mais le budget fait défaut. Le budget a été prévu d'abord à 11 milliards. Il est en train d'être réduit à 5 milliards, mais on constate qu'il y a beaucoup de dépenses liées au salaire et au fonctionnement des institutions. Près de 75% du budget, d'ailleurs, qui est consacré à ces rubriques-là. Comment faire aujourd'hui pour augmenter les recettes, maximiser les recettes dans un contexte particulier de crise sanitaire et en même temps diminuer les trains de vie des institutions? Oui, Trésor, ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, ce sont les contradictions du système. À partir du moment où le président a conclu une alliance atypique avec son prédécesseur, qu'il combattait du reste, à partir du moment où les pouvoirs législatifs est contrôlé par l'ancien président, à partir du moment où
les pouvoirs législatifs en province, donc les assemblées provinciales, sont contrôlés par l'ancien président et que lui ne contrôle rien, mais il va de soi qu'en ce moment-là, même s'il fait un programme qu'il considère comme ambitieux, mais comment va-t-il réaliser ce programme sans moyens? Parce que toutes les régies financières sont contrôlées par l'ancien pouvoir. Les douanes, les impôts, les recettes administratives et ainsi de suite, qui se retrouvent dans des gérades. Comment faire la politique de vos moyens? Comment renforcer les moyens de votre politique si vous ne contrôlez pas le levier du pouvoir politique et le levier du pouvoir économique? Donc, je pense qu'aujourd'hui, qu'il y ait un budget de 11 milliards, bon, on sait comment on est arrivé à 11 milliards, et que le ministre des Finances, à un certain moment, compte tenu des recettes qui arrivaient sonnantes, des recettes sonnantes et trébuchantes qui arrivaient dans les caisses de l'État, il se rend compte qu'on ne pourra pas atteindre 6 milliards de dollars. C'est parce qu'il y a près de 80% des recettes qui n'arrivent pas au trésor, qui disparaissent. Pour parler de moi, j'avais 3 collèges de conseillers, 3 conseillers principaux, un à la tête de chaque collège, plus 6 ou 7 conseillers par collège. Ça faisait 21 personnes, plus ou moins. Le président Kabila avait 9 collèges avec 9 conseillers principaux. Le président Tshisekedi, il a peut-être 16 collèges, 16 ou 18. Tout ce monde-là, pourquoi faire? Donc, je crois qu'il y a des efforts qu'il faut déployer pour renforcer les services d'assiette, les services de perception. Il y a un effort à faire pour que ce que le contribuable paye, que ça arrive effectivement dans les caisses de l'État. Et il y a un effort à faire en matière de gestion de ce qui arrive dans les caisses de l'État pour qu'il y ait équité, pour qu'il y ait justice, pour qu'il y ait une harmonie. Parce que si aujourd'hui certaines catégories socio-professionnelles se plaignent en disant qu'elles sont mal payées, c'est le cas de médecins, c'est le cas des juges, c'est le cas de professeurs, des enseignants du primaire, des fonctionnaires de l'État, des militaires, des policiers et ainsi de suite. Et au même moment, on voit qu'à la présidence de la République, des conseillers ont des salaires tout à fait faramineux. On voit que les députés demandent une rallonge de leur budget pour avoir un supplément de salaire et puis d'indemnité et puis de budget de fonctionnement. Mais tout ça, c'est contradictoire. On ne peut pas comprendre. On se dit, est-ce que ceux qui sont là, ceux qui représentent l'État, est-ce qu'ils voient ce que nous, on voit de l'extérieur? Il y a un gros effort à déployer au niveau du président de la République pour qu'il soit maître du levier politique, qu'il soit maître du levier économique et en ce moment-là, qu'il cherche toutes les niches où se cachent les impôts ou qui reviennent à l'État, les dividendes qui reviennent à l'État et les recettes administratives qui reviennent à l'État. Et je crois que progressivement, on peut remonter la pente. Pour devenir maître de levier politique, certains autour du chef de l'État lui proposent de dissoudre l'Assemblée nationale, par exemple, pour essayer d'anticiper des élections ou peut-être de casser l'alliance avec les FCC de l'ancien président. Si vous aviez un conseil à donner au président Tshisekedi pour qu'il retrouve un minimum de marge de manœuvre sur le terrain politique, quels seraient ces conseils? Bon, malheureusement, je ne suis pas parmi ces conseillers, mais en me basant uniquement sur les textes qui régissent notre pays. La Constitution permet au président de la République, une année après la mise en place de l'Assemblée nationale, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Cela s'est fait dans beaucoup de pays. Évidemment, quand on dissout, c'est toujours aux risques et périls
du président de la République qui prend la décision. Mais en politique, il faut du courage. Parce que comment un président de la République peut faire exécuter son programme s'il ne contrôle pas l'appareil législatif? Il doit avoir une majorité. Si on n'a pas de majorité, on ne peut rien faire. On n'a pas les ministres que l'on veut avoir. Et surtout quand on est dans une coalition, un attelage tout à fait atypique et disharmonieux comme celui que l'on a aujourd'hui, on ne peut rien faire. Mais dissoudre l'Assemblée nationale, professeur, suppose avoir les moyens d'organiser les élections de manière anticipative. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays ont les moyens d'organiser des élections anticipatives et cette dissolution ne risque-t-elle pas de conduire encore les pays à une crise politique grave? Tout à l'heure, je crois que j'essayais d'expliquer ce qu'il faut faire pour renflouer les caisses de l'État. Je disais qu'il y avait beaucoup de niches. Et donc, c'est dans ces niches-là qu'il faut voir comment renflouer les caisses de l'État. La Cour des comptes, en 2014, a fait un constat sur la mauvaise gestion du gouvernement Matata. Près de 1 milliard de dollars du budget ont été utilisés pour financer des projets qui n'étaient pas inscrits au budget. Donc, je crois qu'il suffit d'avoir un minimum de bonne volonté et la connaissance des dossiers pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Parce qu'il y a de l'argent. Tous ces bâtiments qui se construisent dans la ville de Kinshasa, c'est avec quoi? C'est avec le salaire? C'est de l'argent de l'État. Vous allez dans les frontières, vous allez à Uvira, vous allez à Goma, à Bukavu, à Butembo, à Beni, à Bunia, à Aru. On a construit, il y a des immeubles à Matadi, à Bom. C'est de l'argent de l'État. Trésor, il y a de l'argent. Il suffit tout simplement de savoir bien s'entourer, de prendre des décisions courageuses, même si elles sont impopulaires, et on trouvera de l'argent. Parce que de l'argent, il y en a, puisque nous avons de ressources naturelles et qui sont exploitées au moment où toi, au moins, nous sommes en train de parler, dans les Kivu, à Walikale, je ne sais pas moi, à Massissi, à Rutshuru, dans d'autres territoires, on exporte. Comment l'Ouganda peut-il exporter chaque année plus de 600 millions de dollars d'or qu'il n'a pas? Comment le Rwanda peut-il exporter des millions de coltan que lui ne produit pas? Ce n'est pas de l'argent, ce ne sont pas des ressources naturelles qui viennent du Congo, mais il faut arrêter cela. Et même si on trouve l'argent pour organiser ces élections, vous ne pensez pas qu'organiser des élections dans le même cadre légal, sans restructuration de la CENI qui a été décriée, on risque d'avoir les mêmes résultats? Mais vous avez parfaitement raison. Mais c'est ce que l'Assemblée nationale est en train de faire aujourd'hui. Puisque c'est l'ancien président qui contrôle les leviers politiques, comme je le disais, et l'Assemblée nationale a commencé une manœuvre qui va nous amener demain à rééditer ce qui s'est passé en 2018. Alors que normalement, il faut d'abord commencer par la structure qui est la CENI. Est-ce qu'existe-t-il un rapport que la CENI a fait sur les élections passées? Est-ce que ce rapport a-t-il été débattu en public à l'Assemblée nationale pour corriger les failles du passé? Les rapports seraient déposés au bureau de l'Assemblée nationale d'après la CENI, mais il n'a pas encore été débattu. Oui, mais il n'a pas été débattu. Pourquoi? Et pourquoi il n'a pas été débattu et on veut directement remplacer le président de la CENI, même si le mandat des anciens a déjà expiré? Et encore une fois, comme l'ancien président a la majorité, sa majorité factice, sa majorité qui a été créée de toutes pièces, et tout le monde sait comment on en est arrivé là, va voter et un de nos compatriotes va être désigné à la tête de la CENI et on va... Non, je crois qu'il faut commencer par la structure. Il faut faire un débat. Et on a vu comment la CEI a fonctionné en 2006. On a vu comment la CENI a fonctionné en 2011 et en 2018. On a vu comment on a modifié les différentes lois électorales.
comment on a modifié en 2011 la Constitution sur fond de corruption. On sait comment on a élu les sénateurs et les gouverneurs sur fond de corruption. C'est tout cela qu'il faut voir avant de pouvoir désigner le président de la CENI. Vous appelez donc à un débat de fond déjà sur ce qui s'est passé, sur notamment le rapport de la CENI sur l'organisation des élections. Est-ce que vous avez des pistes sur des réformes prioritaires en matière électorale qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'il faut revenir à l'élection présidentielle à 2 tours, ou est-ce que, parce que le scrutin du côté des FCC, les gens disent que le scrutin, comme il était organisé avant, un 2 tours coûte super cher au pays, même à 1 tour, si c'est sur fonds propres, ça coûte très cher au pays. Est-ce qu'il faut peut-être penser à un système de suffrage indirect où seulement les élus, les grands électeurs éliront le président de la République? Qu'est-ce que vous pensez, professeur, de ces débats qui émergent aussi sur l'utilité même du Sénat aujourd'hui? Est-ce que c'est une chambre qui vaut encore la peine d'être maintenue dans la structure des institutions au Congo? D'abord, est-ce que le président doit-il être élu au suffrage universel direct ou bien au suffrage indirect comme en 1960? Faisons de l'histoire. En 1960, le président Kasavubu était élu au suffrage indirect. C'était les 2 chambres réunies qui ont élu le président de la République. Directement, comme nous n'avons pas été préparés à gouverner, parce qu'en 1960, personne n'a été préparé pour assumer que ce soit les responsabilités des présidents, de ministres, de députés, de sénateurs et ainsi de suite, il y a eu une crise. Et je ne voudrais pas parler de cette crise, elle est connue. La Constitution de 2006 a prévu qu'il y ait l'élection du président de la République à 2 tours. Si en 2011, on a modifié à la va-vite la Constitution, c'était tout simplement pour permettre à une personne, il faut le dire, à Joseph Kabila, d'être reconduit à son poste. Il n'y a pas que ça en matière de Constitution. Il y a d'autres dispositions. Par exemple, il y a une disposition qui concerne la dissolution des assemblées provinciales. Cette disposition a modifié l'ancienne disposition qui privilégiait les principes de l'autodissolution des assemblées provinciales. Le président ne pouvait prendre que acte. Or, dans la Constitution révisée, ce n'est plus la même chose. Donc ça aussi, il faut revoir. Il y a les ETD. Est-ce que les ETD aujourd'hui fonctionnent-elles réellement? Il faut un débat sur la question. Après un certain nombre d'années, les provinces elles-mêmes, est-ce qu'elles fonctionnent? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'elles fonctionnent réellement? Là aussi, il y a un débat. Il y a peut-être ces débats pourraient déboucher sur des réformes à faire pour améliorer la gestion de provinces. Au niveau de la justice, dans d'autres pays, la promotion au niveau des magistrats se fait par concours. Est-ce que tout cela se fait-il aujourd'hui? Au niveau de l'armée, comment est-elle constituée? C'est à la suite de brassages et de mixages. Tout ça, c'est du désordre. Est-ce que ça profite à notre pays? Des réformes au niveau, parce qu'il faut, quand on parle de réformes, les gens ne voient que le côté politique, et ainsi de suite. Nous sommes tous des politiciens, des politicailleurs, et ainsi de suite. On ne voit des réformes que de ces côtés-là. Or, il y a des réformes également qu'il faut introduire dans le domaine économique. En 82-83, le Congo, qui avait le couteau à la gorge, la Banque mondiale et le Fonds monétaire lui ont imposé un programme d'ajustement structurel. Mais il est aussi temps de pouvoir évaluer tout cela. Comment les enseignants du primaire sont-ils formés aujourd'hui? Avons-nous mis un accent depuis l'indépendance sur l'enseignement professionnel et technique, ou bien nous avons privilégié plutôt l'enseignement des lettres et ainsi de suite, les sciences humaines? Mais comment peut-on transférer des technologies dans notre pays si nous n'avons pas suffisamment d'ingénieurs? Combien d'ingénieurs arrivons-nous à former? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo ait beaucoup d'ingénieurs?
le Japon, la Corée du Sud et les autres, c'est parce qu'ils ont formé des ingénieurs qu'ils ont réussi finalement leur industrialisation. Donc je crois qu'il ne faut pas parler de réformes uniquement au plan politique. Des réformes, c'est à prévoir dans beaucoup de secteurs, parce qu'aujourd'hui, le Congo se trouve à son niveau le plus bas. On ne peut même pas les comparer avec le Zaïre des années 80, encore moins avec le Congo belge de 1960. Donc, mais la grande réforme à faire aussi, ce sont les hommes, c'est nous. Parce qu'on peut faire de loi, mais avec quels hommes? Justement, professeur, on va terminer par là, par cette responsabilité des hommes politiques, en tout cas des hommes qui tiennent les rênes du pays. Vous venez de dresser un tableau sombre de l'état de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que les hommes politiques, vous qui avez été aux affaires depuis Mobutu et ceux qui vous ont succédé, c'est quoi la part des responsabilités des uns et des autres, pour terminer? En France, le maréchal Pétain, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a collaboré avec les Allemands. Mais à la fin de la guerre, un gouvernement a été mis en place pour corriger toutes les erreurs qui ont été commises depuis que l'AFDEL est au pouvoir. Parce que le PPRD, c'est l'AFDEL. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour corriger les erreurs de Mobutu et de tous ceux qui ont travaillé avec Mobutu? Quand on a le pouvoir, on ne continue pas à ressasser dans le passé qu'on fait mieux que ceux qui ont détruit le pays. Moi, je me suis toujours reconnu comme ayant travaillé avec Mobutu. Même si quand Mobutu avait pris le pouvoir en 1965, je n'avais que 17 ans. Mais plus tard, j'étais son ministre, j'étais son directeur de cabinet. J'ai une part de responsabilité dans ce qui a été fait. Je ne nie pas. D'autres aussi ne peuvent pas nier. Mais depuis mai 1997 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 23 ans qu'un nouveau pouvoir est là. Ont-ils transformé le pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le domaine minier? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le domaine du commerce? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le domaine de l'agriculture? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le domaine du tourisme? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le domaine de transport? Est-ce que le Congo a-t-il une compagnie aérienne? Qu'est-ce qu'ils font de l'argent que le passager paye à l'aéroport $50 quand on va à l'extérieur du pays, $10 quand on va à l'intérieur? Le fameux GoPass. Les 5 chantiers, on a chanté ici les 5 chantiers. Vous connaissez l'état des routes aujourd'hui dans le pays, dans la ville de Kinshasa, dans les chefs-lieux de province? Qu'est-ce qu'on a construit? La critique est aisée. Je crois que le vrai problème aujourd'hui, ceux qui ont travaillé sous Mobutu ou ceux qui ont travaillé sous l'AFDEL ici jusqu'à aujourd'hui, nous devons faire un acte de conscience. Est-ce que nous avons vraiment servi notre pays ou nous nous sommes servis? Tous les millionnaires qu'il y a aujourd'hui, du temps de Mobutu, il n'y en avait pas. On ne pouvait pas devenir millionnaire après 2 ans, 3 ans de travail. Maintenant, on le devient même après quelques mois. Donc, ça ne sert à rien de revenir sur le passé. Nous devons plutôt tirer les leçons du passé parce qu'on a mal géré le pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Les Belges nous ont laissé un pays. Ils nous ont laissé des infrastructures. Mais les infrastructures de transport, par exemple, c'était orienté de l'Est à l'Ouest. C'était pour favoriser l'exportation vers la métropole. Les Belges nous ont donc laissé une économie extravertie. Le système Mobutu n'a pas réussi à réaliser des réformes fondamentales dans ces domaines. Mais pendant 23 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je ne suis pas là pour toujours revenir sur le passé, Nous sommes des humains. Aucun humain n'est parfait. Mais à un certain moment, nous pouvons aussi nous remettre en cause. Et en nous remettant en cause, nous pouvons nous corriger. Nous avons trop travaillé pour nous-mêmes. Il est temps maintenant de travailler pour le peuple que nous ne cessons d'instrumentaliser
depuis longtemps, que ce soit sous la Première République, sous la Deuxième que sous la Troisième. Il est temps de travailler pour le peuple. Merci beaucoup, professeur Mokoda Bonza, pour cette conversation, pour ces Masolo et Akati. Mais je vous remercie aussi pour l'opportunité que vous m'avez offerte de m'exprimer sur la situation de notre pays. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Masolo et Akati est un podcast du groupe d'études sur le Congo. N'hésitez pas à retrouver les précédents épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.